Charles VI était le roi fou, vous savez, déficient mental. On lui reproche de mauvais procédés envers son fils, le dauphin Charles, celui qui allait devenir le Charles VII de l'épopée de Jeanne d'Arc. Elle est allée quand même jusqu'à nier officiellement la légitimité de son propre fils. On lui reproche des comportements indignes, toutes sortes de débauches, dont une aventure publique avec le comte de Bordon, qui a été puni pour cela. Il a été jeté dans la Loire, cousu dans un sac en cuir. On lui reproche l'abus de faiblesse à l'égard de ce mari donc déficient mental, avec une relation incestueuse de notoriété publique avec le frère de son mari, avec son beau-frère Louis d'Orléans, dont elle finira d'ailleurs par trahir la cause, et par-dessus tout, on lui reproche le crime de haute trahison, puisqu'elle avait pris langue avec le duc de Bourgogne Philippe le Bon pour se rapprocher de l'Angleterre. C'est l'origine du honteux traité de Troyes de 1420 qui va complètement brader la souveraineté française. On ne peut pas dire qu'il y ait une seule reine de France, ni avant Isabeau, ni après, qui ait été à ce point honnie. Alors, pour être équitable, il faudrait quand même tenir compte d'un certain nombre de circonstances atténuantes. D'abord, avant la maladie du roi Charles, cette maladie survient en 1392. Avant 1392, il ne semble pas que le comportement d'Isabeau ait laissé à désirer. La liaison qu'elle a eue avec son beau-frère a sans doute été noircie par des chroniqueurs qui lui voulaient du mal, et les débauches secrètes de la souveraine ont sans doute aussi été exagérées. Et ce n'est pas Isabelle, c'est son fils, le futur Charles VII, qui a lancé les hostilités familiales. Elle n'a fait qu'y répondre. C'est vrai qu'elle s'est entendue avec la Bourgogne ponctuellement, mais à l'époque, c'était pas insensé de faire ça. Et le traité de 1420, qui a été tellement décrié par les historiens du XIXe siècle, ce traité s'inscrivait en vérité dans tout un projet de reconstitution de l'Empire plantagenet qui visait à soulager les populations et à construire une entité puissante, prospère. Alors c'est vrai que c'était au détriment de l'intégrité française, mais que voulait dire l'intégrité française à cette époque ? Vous voyez que les choses sont peut-être un peu moins manichéennes qu'elles en ont l'air. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le mariage d'Isabelle date de l'été 1385. Ça fait un petit peu moins de 5 ans à l'époque que le grand roi Charles V, dont j'ai tant eu l'occasion de vous parler ici, le roi sage, il est mort dans son château de Beauté sur la Marne. Il a laissé un petit héritier qui avait 12 ans sous la régence de ses oncles, les frères du défunt, donc les ducs de Bourgogne, Anjou, Berry, Bourbon, toute une espèce de tutelle pesante. Et c'est son oncle Bourgogne, Philippe le Hardi, qui a arrangé avec le frère du duc de Bavière, un mariage entre ces deux jeunes gens qui ont 16 ans l'un et l'autre. Alors quand même, on a ménagé les susceptibilités. On s'est dit qu'après tout, ils se plairaient peut-être pas, ces enfants-là. Donc on a prévu que la princesse se mêlerait aux pèlerins qui étaient venus à Amiens vénérer le chef de Saint-Jean le Baptiste, et tout le cortège devait, comme par hasard, croiser le cortège de Charles VI. Et là, ça a été un coup de foudre. Les jeunes gens se sont plu, le petit roi avait le sang chaud, il a exigé des épousailles sur le champ, ce qui fait qu'on n'a même pas pris le temps de se rendre à Arras pour faire les noces chez le duc de Bourgogne comme c'était prévu. Et d'entrée de jeu, cette union s'est inscrite sous le signe d'une véritable passion physique. Et Isabelle était heureuse. Elle va devenir reine et femme en même temps, si je puis dire. Et tout semble lui sourire. Et dans ces années 1380, la situation du royaume n'est pas mauvaise du tout. Il y a eu cette phase désastreuse des débuts de la guerre de Cent Ans, mais ensuite du Guesclin est venu. Il a consolidé l'État. Le roi Charles V a fait le reste. Et dans cette cour qui maintenant est jeune, qui est avide de divertissement, on peut dire que tout va bien. Le quotidien est rythmé par les fêtes. Il y a donc ce nouveau couple royal. Il y en a un autre jeune couple, c'est celui que forme le frère du roi, le petit frère Louis d'Orléans, avec sa jeune épouse Valentine Visconti, et tous les quatre vivent ensemble et s'organisent pour que la cour soit un vrai séjour de grâce et de plaisir. Donc, Isabelle aura connu au début du règne des années heureuses. Donc, je l'appelle Isabelle parce qu'elle ne deviendra pour la mémoire collective Isabeau qu'un peu plus tard. Elle fait sa joyeuse entrée dans Paris le 22 août 1389, ça c'est un peu l'apothéose. Charles VI, à l'époque, veut récupérer le pouvoir, il a du mal parce que ses oncles ne le laissent pas faire, et
C'est dans le cadre de cette espèce de mésentente familiale que va naître l'épisode de la forêt du Mans, le 5 août 1392. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de vous raconter ça plusieurs fois, ce jeune roi qui s'en va pour une expédition punitive en Bretagne. Il a 23 ans et on est en train d'aborder la forêt du Mans. Il fait très chaud, il est là dans son costume de velours noir avec un chaperon écarlate et puis il y a une espèce de mendiant qui fait irruption, qui dit « Arrête, noble roi, ne passe pas outre, tu es trahi !» Bon, on écarte l'intrus, on continue, on entre dans la forêt et là, à un moment, il y a un garde qui, en s'assoupissant probablement, va du bout de sa lance heurter un casque, ça fait un bruit particulier. Le roi, comme s'il s'éveillait d'un songe, se met d'un seul coup à courir sus à l'ennemi, sauf que l'ennemi, ce sont ses propres hommes, et il va se mettre à taper de taille et d'estoc, et il finit par tuer 4 personnes avant qu'on arrive à l'arrêter, et on est obligé de lui mettre la camisole de force, et il rentre comme ça à la cour. Le roi est fou, vous imaginez. Alors, on se dit que c'est seulement pour un temps, probablement, sauf qu'un deuxième épisode va intervenir qui va enfoncer le roi dans sa maladie. Nous sommes le 28 janvier 1393, vous voyez, quelques mois seulement après l'épisode de la forêt du Mans. Et là, il y a un grand bal qui est organisé à la cour pour le remariage de la dame d'honneur de la reine, qui s'appelle Catherine de Fastavarin. Et les jeunes gens de la cour, avec le roi, ont décidé de se déguiser en sauvages. Ils se sont couverts de poils des toupes, ils se sont enchaînés les uns aux autres et il va y avoir cet incident malheureux, une torche qui vient embraser l'un des danseurs et comme ils sont tous enchaînés les uns aux autres, eh bien ça finit par faire brûler vif tous ces jeunes seigneurs. Le roi va être sauvé par la toute jeune duchesse de Berry, la toute jeune épouse de son oncle Berry. Elle jette son manteau sur le roi pour étouffer les flammes. Il va donc survivre, mais dans quel état ? Dans un premier temps, son esprit a l'air de tenir bon, du moins jusqu'à la rechute du mois de juin. Et là, à partir de ce moment-là, ça va être une suite de crises de plus en plus terribles. Et en plus, la réputation du roi, du fait de ce qu'on a appelé le bal des ardents, c'est le nom qu'on a donné à cette soirée de malheur, la réputation du roi, de la cour, de la reine elle-même, tout cela est très écorné dans l'opinion. Et les oncles vont en profiter pour reprendre le pouvoir qu'ils avaient cru perdre après la mort de leur frère et après la reprise en main des affaires par leur neveu. Réparation publique, procession religieuse, élévation d'une chapelle expiatoire, rien ne va être trop fort pour tenter de calmer l'indignation. Seulement, l'image de la cour est maintenant salie, les dérèglements de la famille royale deviennent sujet de toutes sortes de causeries, et pour Isabelle, qui est en train de devenir Isabeau dans la conscience du public, pour Isabeau, le temps des réjouissances est achevé. Maintenant, dans un climat qui devient délétère, irrespirable, il va falloir affronter tous ceux qui, en profitant des absences du roi, veulent s'emparer des bribes d'un pouvoir en capilotade. C'est Françoise Autran qui nous décrit l'état de ce pauvre roi Charles, je la cite. Les crises reviennent périodiquement, elles durent quelques jours, quelques semaines, quelques mois. En un clin d'œil, Charles perd la raison. Il ne sait plus qui il est, il ne reconnaît pas ses proches. Pris de fureur, il frappe, il brise, il court, il hurle, puis c'est la prostration. Abattu, Charles refuse de manger, de dormir, de se laver. Abîmé dans ses songeries confuses, il perd le contact du présent et de la réalité. Il est incapable de raisonner et d'agir. Alors, il y a quand même une exception qui d'ailleurs intrigue les familiers, c'est que sa belle-sœur Valentine, elle, n'est pas sujette à la vindicte du roi. Ça pose des questions. On se demande si après tout la folie de Charles ne cacherait pas d'inavouables passions intimes, d'autant plus que des liens puissants unissent la femme du roi Isabeau et son beau-frère Louis. Si l'on en croit le chroniqueur de l'époque, le religieux de Saint-Denis, je cite, « Ils mettaient toute leur vanité dans leur richesse, toute leur jouissance dans les délices du corps. Ils oublièrent tellement les règles et les devoirs de la royauté qu'ils étaient devenus un scandale pour la France et la fable des nations étrangères. » Et dans un sermon de l'Ascension, le moine Augustin Jacques le Grand va s'élever contre les abus de la reine. Et le roi va publiquement le remercier. Vous voyez le degré de crise au sein de la cour.
Il y a une haine maintenant, une haine dans le public qui se nourrit de toutes les médisances, notamment contre Valentine la Milanaise, qu'on accuse d'être une empoisonneuse. Elle va devoir, avec son mari Louis d'Orléans, quitter Paris pendant un certain temps. On les retrouvera à Châteauneuf-sur-Loire, ce qui n'empêche pas Louis de tromper Valentine, puisqu'il aura un fils illégitime qu'on appellera le bâtard d'Orléans, vous savez, Dunois, le futur compagnon de Jeanne d'Arc. Bref. L'ennemi désigné des Orléans à la cour, c'est désormais le duc de Bourgogne, dont le fils Jean sans peur va reprendre la querelle de son père en 1404 et va la pousser jusqu'au meurtre. Le 20 novembre 1407, Jean sans peur et Louis d'Orléans sont dans un énième conflit. Ils ont résolu de se réconcilier. Ils se réunissent dans une église, reçoivent la communion en même temps, promettent d'entretenir de bons rapports, sauf que 3 jours plus tard, au soir du 23 novembre, alors que Louis s'apprête à traverser Paris à dos de mule, il sort en petit équipage de chez sa belle-sœur, de la rue Barbette, des hommes surgissent, ils ont l'air venus de nulle part, ils bloquent l'avancée du cortège. Le duc d'Orléans dit « Je suis le duc d'Orléans !» Et ça, c'est ce qu'il fallait pas dire, puisque les armes vont s'abattre sur lui et ça va être un carnage épouvantable. Ce qui veut dire que la reine Isabeau vient de perdre en même temps son beau-frère, son amant, son protecteur et son conseiller. On vient d'assassiner le frère du roi. Et finalement, Jean sans peur, après bien des pérégrinations, bien des hésitations et des atermoiements, va être amené à reconnaître ce crime et à s'en vanter, à s'en glorifier comme s'il avait rendu un grand service à la couronne. Il s'est retiré en Flandre, Jean sans peur, et quand il revient dans Paris, il va financer une défense. Il demande à un théologien de la faculté de Paris de défendre son tyrannicide. Quant à la reine Isabeau, l'ancienne belle-sœur, l'ancienne confidente et l'ancienne amante du duc d'Orléans, Isabeau, elle a jugé préférable de ne pas obtenir vengeance. La famille Orléans va se charger de cette vengeance à sa place, et notamment le beau-père du jeune héritier de la maison, qui s'appelle le duc d'Armagnac. Vous avez compris que c'est là le début, le départ de cette guerre entre Armagnac et Bourguignon. Au printemps 1408, Isabelle finit par admettre qu'elle ne va pas pouvoir rester physiquement dans l'intimité du roi. À chaque fois qu'elle s'approche, le roi se met à gémir « Quelle est donc cette femme dont la vue m'obsède ?» Bref, elle quitte l'hôtel Saint-Paul, elle va s'installer définitivement dans cet hôtel Barbette de triste mémoire. Et Jean sans peur, pour maintenir chez son cousin une présence féminine, va introduire une jeune femme de 18 ans, Odette de Chandivert, qu'on appelle Odelinette. Vous savez, j'ai eu l'occasion de vous raconter son histoire. Et tandis que la duchesse d'Orléans, qui est une veuve malheureuse, finit par mourir en décembre 1408, elle avait 38 ans, Valentine, sa belle-sœur, celle qui a été l'amie et la complice des belles années, travaille à la paix. Une paix qui va se faire dès l'année suivante, à l'hiver 1409. Et pour y parvenir, Jean sans peur se contente de reconnaître le grand déplaisir qu'il a donné au roi. C'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il a tué son frère quand même. Quant aux Orléans, ils doivent accepter de renoncer à leur colère. Bref, le duc de Bourgogne va s'en tirer à bon compte. Impossible d'imaginer autant d'impudence à l'égard des enfants d'Orléans, nous dit Gérard de Senneville. Pas un mot de regret pour l'assassinat de leur père. En 1412, on atteint une position d'équilibre. Les ducs d'Orléans et de Bourgogne promettent de ne plus se quereller jusqu'à la fois prochaine. Entre-temps, c'est la révolte des cabochiens. Je ne vais pas entrer dans toute cette révolution parisienne. Finalement, le duc de Bourgogne va devoir quitter Paris, ce qui fait que les Armagnacs entrent à sa place. Le duc d'Orléans et le comte d'Armagnac entrent dans la capitale à la fin de l'été. Et ça va être leur tour de triompher. Ils purgent l'administration, ils abattent leurs ennemis, et la reine Isabeau est complètement dépassée par les événements. À ce moment-là, quoi faire, La reine est en fuite, disons les choses. Comment, dans de telles conditions, la situation politique n'empirerait-elle pas ? En 1415, face aux Anglais, vous vous rappelez peut-être la date, 1415, c'est évidemment la défaite d'Azincourt, terrible défaite pour la chevalerie française.
Et la reine Isabeau, cette fois, n'a plus aucune prise sur aucun événement. Coup sur coup, elle a perdu 2 de ses fils qui étaient les héritiers de la couronne. Le comte d'Armagnac, qui est devenu connétable et qui tient Paris avec ses alliés, lui en veut à cette reine Isabeau. Le nouveau dauphin Charles est l'objet de toutes les attentions, tandis que le duc de Bourgogne, Jean sans peur, se rapproche, lui, des Anglais qui désormais sont chez eux en France. Et il va pouvoir bénéficier du soutien d'Isabeau, qui maintenant est loin de Paris. On est venu l'enlever, la reine, à Vincennes, on l'a jetée dans des chariots avec ses effets, avec ses meubles, et on l'a envoyée de force sur la Loire, à Blois, ensuite à Tours. Elle est entrée à ce moment-là en contact avec le duc de Bourgogne, elle s'est mise en situation d'organiser sa fuite, et grâce à des hommes de main bourguignons, eh bien, elle a été conduite à Chartres, puis à Troyes, où elle a retrouvé le roi et où elle va lancer les tractations en vue de ce que vous connaissez, c'est-à-dire le honteux traité de Troyes. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous voyez que cette reine Isabeau a plutôt suivi les événements de A à Z, somme toute qu'elle les a organisés. Le dauphin Charles aura beau tenter d'expliquer qu'il a essayé de se rapprocher de sa mère, la vérité c'est qu'il était en totale opposition avec elle. Et il y a, pour couronner le tout, à Montreux le 10 septembre 1419, le fameux assassinat du pont de Montreux, vous savez, l'assassinat du duc de Bourgogne par Tanguy du Châtel. Alors ça c'est en quelque sorte la réponse du berger à la bergère, la réponse des Armagnacs aux Bourguignons. Et c'est dans ce climat, alors que la reine renie son propre fils Charles, que va être signé le fameux traité de 1420. Isabeau est très détestée à ce moment-là, bien entendu. Son fils réfute le texte. Il se déclare seul héritier de la couronne de France. Et l'ironie de l'histoire va faire mourir Henri V, qui était seulement âgé de 34 ans, avant Charles VI, au milieu de l'an 1422. Ce qui veut dire que le roi de France et d'Angleterre n'est qu'un tout petit enfant qui est au berceau, Henri VI. Charles va suivre Henri V dans la tombe. Il faut vous dire que le roi était depuis très longtemps complètement l'ombre de lui-même, évidemment. Son corps est embaumé, son cœur déposé au Célestin, c'était ça le mardi 22 octobre 1422, et le 9 novembre, quand Charles est porté en terre à Saint-Denis, son épouse est absente. La reine Isabeau n'est même pas venue aux obsèques du roi Charles VI. C'est Audelinette qui va suivre le cercueil. Isabelle, sous le règne de son fils, et notamment pendant la fantastique épopée de Jeanne d'Arc, ne va plus faire parler d'elle. On ne parle plus d'Isabeau, on murmure un peu de temps en temps sur les débauches qu'elle est supposée mener dans son hôtel, cet hôtel où elle est plus ou moins recluse, où elle n'est plus en mesure du tout d'agir et de mal agir. On faisait si peu état d'elle pour les grands maux qu'elle avait causés sur la terre, raconte un chroniqueur de l'époque, qu'on eut l'insolence de la poursuivre en raison de dettes pour les premiers besoins de sa vie tels que le feu, l'éclairage et la nourriture, et elle fut condamnée au paiement. Oui, on est tout de même peu de choses. Il faut dire qu'elle avait peut-être mérité, cette reine, qui va mourir à l'âge de 68 ans, le 30 septembre 1435, totalement oubliée de tous depuis plus de 10 ans. Vous écoutez Radio Classique.